Merci à tous de m'avoir invité à ce colloque qui jusqu'ici vraiment est très intéressant. Évidemment, comme Madame Fagari l'a dit, il y a des gens qui me connaissent, et donc vous m'avez déjà entendu dire les mêmes choses plusieurs fois. Je m'en excuse, mais la situation est telle, à mon avis, en tout cas, les progrès sont assez limités, et donc c'est pour ça que je reviens toujours avec les mêmes analyses. Je dois dire que je suis assez étourdie quand même, parce que c'était d'une richesse, toutes les propositions qui ont été faites, les recommandations, les sous-recommandations, et j'ai le mandat de faire la synthèse de tout ça. Alors, disons que ça me stresse pas mal, parce que c'est assez difficile de faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Alors, je vais peut-être me placer un peu à côté du cadre, comme on l'a déjà évoqué ce matin. Est-ce que vous m'entendez en arrière? Oui. Ça va? Oui. D'accord. Donc, comme j'ai dit, c'était très riche comme débat et comme présentation. Et puis, on a beaucoup parlé aussi de diversité. C'était le thème principal. Ce qu'on n'a pas fait, c'est par exemple définir c'est quoi la diversité. Et je pense que ça, c'est une des limites principales quand on parle de diversité, de gestion de la diversité, etc., comme étant la panacée à un problème qu'on ne mentionne pas d'ailleurs. C'est de dire c'est quoi la diversité. La diversité, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'âge, ça peut être l'état civil, ça peut être l'origine ethnique, le pays d'origine. C'est extrêmement varié. Et quand on dit diversité, et qu'on parle de programme de gestion de la diversité, il faut voir que les entreprises, les employeurs qui ont des programmes de gestion de la diversité vont choisir la diversité qui leur convient. Okay? Alors déjà, ça, je pense que c'est une autre limite, le flou qui entoure cette définition, fait qu'à un moment donné, on ne sait plus très bien de quoi on parle et on ne parle pas nécessairement de la même chose. Donc ça, c'est un problème. Et l'autre problème également, c'est qu'on ne remonte pas à la source de cette préoccupation par rapport à la diversité. Et c'est quoi la source de cette préoccupation par rapport à la diversité? C'est la discrimination. Et comme l'a dit Nisrine il y a quelques minutes, c'est un mot tabou. La discrimination est dans l'angle mort. Et si on ne nomme pas le problème principal auquel on veut remédier, eh bien le remède risque de ne pas du tout être approprié ni pertinent et puis très limité. Alors, j'assiste ou je participe à de nombreux colloques sur les questions de diversité, etc. Et je n'entends jamais le mot discrimination. C'est devenu vraiment un mot tabou dans la société québécoise. Et vous vous rappelez que lorsque le ministère a voulu instaurer une commission sur la discrimination systémique et le racisme, il y a eu un tollé dans la société en disant que la société québécoise n'est pas raciste. Et donc la commission est tombée à l'eau. C'est vrai que la société québécoise, personne ne dit que la société québécoise est raciste, mais il y a du racisme dans la société. C'est ça qu'on voulait, c'est à ça qu'on voulait s'adresser. Et donc, vous voyez un petit peu le statut qui est donné à ce terme dans la société en général et dans les politiques. Maintenant, il y a beaucoup d'illustrations. On pourrait donner beaucoup d'illustrations à travers tout ce qui a été dit aujourd'hui, de situations de discrimination systémique. Par exemple, si on parle de l'accès à l'emploi, le recrutement est souvent basé sur des critères discriminatoires que vous connaissez sans doute. Je suis en train de dire des choses qui sont un petit peu des lieux communs. Par exemple, le nombre d'années d'expérience de travail au Québec ou au Canada. C'est un critère qui, en Ontario, a été jugé comme discriminatoire potentiellement. Or, au Québec, on continue à maintenir ces exigences d'années d'expérience sans penser que ce n'est pas nécessairement requis et que ça a un impact immédiat sur les personnes qui, évidemment, viennent de l'étranger et qui n'ont pas eu l'occasion de faire... Alors ça, on peut dire que c'est un exemple de discrimination indirecte, dans le sens que c'est un critère qu'on choisit sans vraiment vouloir exclure un groupe, mais finalement, il a comme effet d'exclure un groupe qui ne peut pas, par définition, répondre à ces critères. Il y a la question des diplômes étrangers aussi qui ne sont pas reconnus. Et tant l'expérience québécoise que les diplômes étrangers, souvent, d'après ce que j'entends,
sont des prétextes pour rejeter des candidatures. Ce matin, dans la présentation, dans une des deux présentations, excusez-moi, mais j'ai oublié les noms, il y a eu tellement de noms qui ont été. Monsieur, vous avez parlé de votre situation quand vous avez présenté votre candidature et vous avez réussi les examens. Puis après ça, on vous a dit que vous n'avez pas le diplôme, un diplôme québécois. Je pense qu'ils savaient ça avant même que vous passiez les examens. Dans votre CV, ça devait être mentionné, votre diplôme, j'imagine. Donc, ça reflète, en tout cas, je peux dire une hypothèse, ça reflète le fait qu'on ne voulait pas quelqu'un qui est un immigrant ou qui est un réfugié ou en attente de statut de réfugié. Donc, en fait, c'est ce qu'on constate que dans des offres d'emploi, qui sont parfois modifiées même à la suite de la candidature d'une personne immigrée qui a réussi tous les examens, et puis on dit, bon, on annule ce concours, et là, on affiche de nouveau en mettant des exigences beaucoup supérieures que cette personne ne remplit pas. Donc, il faut voir que les systèmes et les pratiques ne sont pas dénués de discrimination. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le racisme moderne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression, mais le racisme moderne, qui est maintenant une nouvelle forme de discrimination, de racisme, consiste à dire, bon, la société québécoise maintenant, ou ça peut être également dans d'autres sociétés, mais je prends comme exemple, la société québécoise, il n'y a plus de discrimination, il n'y a plus de racisme. Et moi-même, en tant que gestionnaire ou recruteur, je ne suis pas raciste, parce que le racisme, c'est quelque chose vraiment de très, très mauvais et de sanctionné, enfin, rejeté dans la société. Mais j'ai embauché quelqu'un qui est une personne de minorité racisée et qui a toutes les compétences requises comme un autre candidat qui n'est pas d'une minorité racisée, qui est de la majorité. Mais il y a quelque chose, finalement, la situation est ambiguë, puis il y a quelque chose que je ne peux pas vraiment bien définir, mais qui va faire que je vais prendre le candidat de la majorité, mais ce n'est pas, je ne suis pas raciste, c'est simplement une question. Alors, là, je reviens à un critère qui a été présenté ce matin, c'est le critère du fit, celui-là est souvent utilisé pour rejeter des candidatures, parce que c'est basé sur un principe qui est à la source de beaucoup de discrimination, qui est celui qu'on appelle similarité-attraction. On est attiré par les personnes qui nous ressemblent, on est attiré par les personnes qui correspondent à la majorité de notre effectif et qui a bien réussi, etc. Alors on se dit, finalement, la situation est ambiguë, bon, il y a peut-être des choses qui penchent pour l'un ou pour l'autre, mais le fit n'est pas bon avec l'équipe qui est déjà en place, et donc on va choisir celui de la majorité, parce qu'il ressemble aux employés qui sont déjà en place. Et ça, c'est quelque chose, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites aux États-Unis ou ici, qui montrent que se baser sur ce critère a un effet discriminatoire. Et se baser sur le référencement, si on a un effectif assez homogène, ben cet effectif assez homogène va référencer et recommander des personnes qui leur ressemblent, avec lesquelles ils partagent, je ne sais pas, des parties de hockey, des loisirs, etc. Et donc, on peut s'imaginer que ce n'est pas discriminatoire, mais il faut faire très attention, parce que, et donc, ça, c'est un peu ce qu'on appelle la discrimination moderne ou racisme moderne, et qui s'applique également aux femmes. Je ne sais pas, j'ai combien de temps encore? 6 minutes. Donc, ça, c'était un des exemples. Un autre exemple également de ce type de discrimination, c'est la stigmatisation de la formation d'appoint. La formation d'appoint, c'est quelque chose de très utile pour permettre aux personnes qui ont des formations étrangères, des diplômes étrangers, de pouvoir ajouter certains cours, certaines adaptations pour pouvoir être admis dans des ordres professionnels, par exemple. Par contre, ce qu'on constate, c'est que parfois les employeurs face au diplôme, par exemple, ça c'est un certificat de perfectionnement pour ingénieur diplômé à l'étranger. Ça c'est comme le certificat qui est donné par l'École polytechnique de Montréal ou d'autres écoles d'ingénieurs. Face à ce genre de certification ou de papier, vont stigmatiser les personnes en disant, ben voilà, elles ne sont pas diplômées de l'école polytechnique, c'est un certificat de perfectionnement à l'intention de diplômés de l'étranger.
Et donc, en fait, quand je parle de la situation de discrimination, c'est une situation finalement de discrimination systémique dans le sens que il y a comment dire, on la retrouve aussi bien du côté des employeurs que du côté des institutions d'enseignement, du côté des représentants gouvernementaux, par exemple, également. On a beaucoup parlé d'Emploi Québec dans certains ateliers, de la rigidité de leur programme qui fait que certains sont exclus simplement parce qu'ils ne répondent pas à ces critères. Quelque chose également que je voudrais souligner, deux points que je voudrais souligner avant de terminer, c'est d'abord la question des femmes, la question de l'intersectionnalité. Ça a été très très peu mentionné aujourd'hui. Or, il faut réaliser que la situation des femmes est spécifique et exige des pratiques spécifiques. Et en tant que mère de famille chargée de responsabilités familiales, etc., elles ont beaucoup plus de difficultés à se mettre à chercher un emploi, à prendre des cours à plein temps, etc., parce qu'elles ne peuvent pas le faire. Et donc, c'est ce qui explique la situation qui est encore plus défavorable que celle des hommes qui sont réfugiés ou immigrants. Je voudrais également mentionner, comme vous voyez, c'est un peu décousu ce que je dis, mais je tenais à le dire, la portée de la pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'on est en train de beaucoup parler de pénurie de main-d'œuvre comme étant la panacée, peut-être, ou en tout cas une des solutions les plus importantes pour diversifier la main-d'œuvre dans les entreprises. Alors, il ne faut pas exagérer l'importance de la pénurie de main-d'œuvre. D'une part, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'avec le recours aux travailleurs étrangers temporaires, pour combler la pénurie de main-d'œuvre, on change les origines. Et on a beaucoup plus recours à ceux qui viennent d'Europe occidentale, notamment, France, Belgique, Suisse, etc., qu'à ceux qui viennent, par exemple, d'Afrique subsaharienne ou d'Amérique latine. Et donc, on a une pénurie qui va entraîner une diversité, mais encore une fois, comme je le dis, quand on revient à cette définition de la diversité, ben c'est une diversité qui nous ressemble beaucoup plus que la diversité qui est vraiment différente, en tout cas en termes d'origine. Alors, il faut faire attention, et puis quand la pénurie va disparaître, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les gens qu'on a fait venir? Et on sait qu'on entend dire qu'il va y avoir une récession bientôt, en tout cas dans quelques années. Alors, à ce moment-là, il faut faire attention parce que, comme en Suède, par exemple, il y a eu des programmes où ce sont les réfugiés qu'on a formés pour répondre aux pénuries. Et donc, si on forme les personnes qui sont déjà ici, qui sont comme immigrantes ou comme réfugiés, pour répondre aux pénuries, c'est beaucoup plus durable et ça correspond également à plus de motifs humanitaires que des motifs de pure rentabilité, je pense. Donc, ça, c'est important. Et je dois souligner que dans le cadre de la discrimination systémique, le gouvernement joue un rôle très important en renforçant les mythes et les préjugés à l'égard des immigrants, et comme on sait ce qui est arrivé dernièrement. Et donc, je pense que même si on essaye d'avancer sur un front, il y a des forces assez importantes qui nous en empêchent ou qui nous font reculer. Et il faut être conscient de ça. Alors, j'arrêterai ici. Merci beaucoup.